Bonjour, donc bienvenue dans cette session de 60 minutes qu'on va présenter avec Edelweiss Bord, notre experte chef de projet ESG. Et aujourd'hui, on va parler un peu de faire le point sur où est-ce qu'on en est sur la partie ESG. Est-ce qu'on est plutôt en pause ou plutôt dans un tournant stratégique? Et un peu nous donner les clés pour comprendre ce qui va se passer dans les mois ou enfin, dans un moyen terme. Donc ce que je vous propose un peu traditionnellement, on va faire une présentation de Softeam Consulting, un peu comme on fait d'habitude. Je tiens à m'excuser pour ma voix, voilà, je me sens beaucoup mieux que la semaine dernière, mais c'est pas encore totalement au point. J'espère que je resterai audible. Et en tout cas, voilà, sur la présentation de Softeam, comme d'habitude, on est la marque filiale conseil et services du groupe de Caposte. Donc avec l'accompagnement sur les projets, les formations, les certifications. Docapost fait la solution et la délégation de tâches et toute la gestion de plateformes numériques avec la partie tiers de confiance, plateformes de confiance qui sont aujourd'hui au cœur de tout un tas de sujets d'actualité. Softeam, on est une filiale de Docapost, donc ça fait plus de 35 ans qu'on existe. On est jeune dans l'esprit, mais on n'est plus si vieux que ça statutairement. Donc avec plus de 215 millions de chiffres d'affaires, on a la partie consulting avec laquelle on travaille avec Edelweiss, multispécialiste, donc pas mal dans le réglementaire, pas mal dans le financier, mais aujourd'hui beaucoup d'autres activités. On est plus de 1900 collaborateurs, un peu partout en France, en région, au Benelux, avec une certification, et on est réellement porteur d'une offre qui correspond à des besoins métiers sur l'IA, la cybersécurité, cloud, éco-conception, agilité, transformation, pilotage de SI d'une manière générale. Et Softeam Consulting, qui est vraiment ce qui nous héberge, Edelweiss et moi-même, on accompagne dans toute la partie transformation. Donc que ça soit transformation métier, donc les nouveautés, nouveaux usages, et ainsi de suite, transformation réglementaire, nouvelles règles, donc on va pas mal en parler aujourd'hui. La transformation digitale, la nouvelle technologie et tout le monde 2.0 qui nous entoure. Et là ici, avec les schémas directeurs, l'architecture, la stratégie, en fait tout ce qu'on a autour de ça. Et donc dans la partie conseil, on est 180 au dernier chiffre audité, on est un peu plus quand même maintenant. 10 directeurs, des responsables de pôle, avec des événements, donc dont les 60 minutes. Certains sont maintenant nos habitués. Et je vais passer assez rapidement la parole à Edelweiss pour présenter un peu les enjeux, faire un peu introduire la question. Merci, Janine. Alors effectivement, en 2025, on observe ce qui pourrait ressembler à un ralentissement au niveau ESG. On a l'impression que certaines entreprises communiquent moins sur le ESG, certaines initiatives sans être mises sur pause. Mais ce phénomène s'explique surtout par un contexte économique, géopolitique assez tendu. On voit bien, il y a toujours l'inflation, la hausse des taux et surtout, il y a des contraintes budgétaires de plus en plus fortes au niveau des entreprises. Il y a aussi quand même, on ne va pas se mentir, des tensions internationales qui se font ressentir, ce qui a fait que le ESG a été quand même mis, du moins ressenti sur pause. Dans ce climat, le ESG est surtout perçu comme un coût ou une contrainte, au lieu d'être ressenti comme un levier de performance. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est surtout sortir de cette impression de repli et vraiment dépasser cet effet de surface pour se rendre compte que 2026 permettra aux entreprises d'être un tournant stratégique. Je vais laisser Janus présenter le constat, le contexte associé à ces enjeux. Donc voilà, donc nous, on a pas mal travaillé, enfin un peu en interne, et puis le constat, c'est quoi? C'est que oui, clairement, on entend parler d'un relâchement. Voilà, il y a des réductions de coûts, on parle de compétitivité, on a tout le côté un peu discussion internationale qui sont autour de nous, donc réduction, moins de budget, des arbitrages financiers, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, des entreprises, qui sont de plus en plus contraignants. La visibilité, la communication, de temps en temps, certaines personnes se disent, est-ce que j'ai raison de communiquer aujourd'hui sur la partie ESG? Peut-être que c'est quelque chose qu'on va me reprocher. Peut-être que c'est quelque chose qui va être sur lequel on doit communiquer d'une autre manière dans le futur. Et puis, voilà, on anticipe un peu une crise quand même en se disant, voilà, est-ce qu'on n'a pas intérêt à se concentrer sur le core business, sur vraiment ce qui fait mon métier, au-delà de dire, de faire plaisir, de jouer un peu solo pour la planète. Ceci dit, la continuité, les projets sont toujours là.
ceux qu'on a lancés, on ne va pas les arrêter. Il n'y a aucune raison de les arrêter. La partie climat, voilà, on va en parler, c'est très important. La partie sociale, ça reste toujours un facteur important dans la vie du travail. La partie gouvernance, le ESG, c'est aussi quelque chose d'important. On aura quelques exemples à vous citer dans le fil de cette conversation. C'est quand même quelque chose qui est assez important. Et tout ça, on va dire, on a essayé de se dire, ça c'est un peu les constats. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, c'est qu'il y a le côté défensif. C'est que, faut pas se cacher, c'est aussi l'arrivée de l'administration Trump. Ça a quand même pas mal troublé les esprits en se disant, j'y vais pas. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va m'embêter? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi aujourd'hui en France avec la directive Omnibus, avec toutes les manifestations, même clairement une volonté politique de se dire, voilà, il y avait une certaine volonté très très forte. Aujourd'hui, est-ce que cette volonté, est-ce que le monde politique sera capable de tenir cette volonté dans les années qui suivent? Si tant est que le monde politique, dans le contexte français, si on est capable de prévoir ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. C'est vraiment cette vision-là. Mais en tout cas, il y a une demande d'assouplissement et un peu une dynamique d'assouplissement qui est perçue. Ça c'est fort. Mais d'un autre côté, nous, ce qu'on voit, c'est que quelque part, les principales contraintes que nous avons, elles sont toujours là. Les exigences, les parties prenantes, voilà, quelque part, il y a un côté entre le perçu et ce qui se passe dans la vraie vie. Et en particulier à l'international, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la Chine, qui sur la partie ESG, était clairement le fauteur de troubles, le mauvais élève, en tout cas celui qui ne jouait pas le jeu. En fait, on s'aperçoit que depuis qu'au-delà des discours, le Parti communiste chinois a une politique très volontariste pro-ESG qu'il applique, à la chinoise, autrement dit, il l'applique à marche forcée. Et quelque part, la Chine se met aujourd'hui de manière vraiment forte pour accélérer. Et étonnamment, les États-Unis, étonnamment non, c'est que les États-Unis qui étaient très en pointe avec une certaine affirmative action, des choses comme ça, aujourd'hui, avec l'administration Trump, eux, ils sont beaucoup plus en retrait. Y compris dans la manière la plus agressive qu'ils pouvaient avoir. C'est du style, si vous faites de l'ESG, on va vous punir. Voilà. Là, ça s'est beaucoup calmé. Là aussi, c'est le côté imprévisible de l'administration américaine aujourd'hui, on est en plein dedans. Et nous, on est européens et on est un peu au milieu. C'est qu'on se dit, quel est notre bon positionnement? On est structurellement un continent extrêmement ouvert, extrêmement connecté, donc on ne peut pas ignorer ce qui se passe à côté, à droite et à gauche. Donc, quelque part, c'est très, très important pour nous de savoir où est-ce qu'on se situe. Déjà, quelque part, je pense que ça a troublé beaucoup les esprits, ce qui se passe aujourd'hui dans la totalité de chez nos partenaires. Donc, où est-ce qu'on va? Donc il y a ce côté, cet équilibre fragile de stratégie, d'adaptation. Et là, on est vraiment au cœur de ce que un cabinet comme nous, on peut sur quoi on peut travailler, ce qu'on peut apporter, c'est contribuer à une stratégie, montrer ce qui est important. C'est ce qu'on va essayer de faire là dans le temps qui nous a imparti. On va un peu survoler le sujet, mais on va déjà vous expliquer un peu notre vision des choses. Merci Janus. Donc effectivement, je vais vous présenter les enjeux stratégiques pour les entreprises, puisque le ESG, c'est pas qu'un exercice de conformité, hein, c'est un vrai levier de performance qui permet aux entreprises aussi de ne plus rester sur ce minimum réglementaire. Si elles restent sur ce minimum réglementaire, elles seront en retard, tant sur l'accès au financement mais aussi en fait sur leur compétitivité sur le marché. Donc c'est important d'être en avance aussi sur ces sujets. Je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, les investisseurs, les banques, mais aussi tous les partenaires, aujourd'hui, elles vont chercher à ne plus se limiter aux résultats financiers. Elles vont regarder aussi l'impact ESG des entreprises. Certaines banques conditionnent déjà des lignes de crédit à des notations ESG, donc à des engagements climat. Donc c'est important qu'une entreprise puisse aussi avoir des actions concrètes sur ces sujets. Et forcément, une entreprise qui a une stratégie RSE, ESG claire, crédible, va avoir non seulement une meilleure réputation, mais aussi une plus grande confiance de ses partenaires, ce qui est très important. Et évidemment, ce qu'on observe, c'est que le ESG va pouvoir aussi avoir cet impact économique qu'on attend. Donc c'est important de pouvoir en fait
développer des initiatives concrètes dessus et surtout avoir des résultats qu'on pourra démontrer surtout aux parties prenantes. Et ce qu'il faut surtout aussi retenir, c'est que le climat, on l'observe bien, il est réel. On voit bien avec les sécheresses, les canicules, les inondations, perturbent déjà la production. Je vais vous donner un exemple concret. Dans l'agroalimentaire, on voit qu'il y a des récoltes qui sont perturbées. Il y a énormément de vagues de chaleur qui font aussi exploser les coûts de matières premières, ce qui a forcément un impact assez colossal. On observe aussi qu'il y a une certaine raréfaction de l'eau. Donc forcément, cet impact, il est aujourd'hui. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans. Il est important de pouvoir anticiper dès maintenant plutôt que de subir. Et c'est pourquoi une entreprise doit vraiment travailler sur sa trajectoire ESG et pouvoir chercher à sécuriser ses marges, anticiper la hausse des coûts, notamment par exemple la hausse des coûts de l'énergie. Donc c'est important qu'elle puisse renforcer sa crédibilité auprès de ses parties prenantes, ses clients, ses grands comptes, pour pouvoir attirer non seulement ces parties prenantes, mais également les talents, par exemple, qui vont chercher aussi à donner du sens à leur travail. Donc en clair, l'ESG n'est vraiment pas uniquement un centre de coûts. Je dirais, on ne va pas chercher forcément à dépenser uniquement de l'argent pour investir. C'est important aussi de le voir comme un levier de performance, un levier de résilience aussi face aux crises qu'on observe dans le changement climatique. Et il est bien réel. Et pour revenir surtout sur ces risques, les risques sont vraiment bien des présents. On observe bien que les aléas climatiques perturbent déjà la production, comme je l'ai évoqué, la chaîne de valeur. Je veux donner un exemple, par exemple, l'industrie automobile fait déjà face à des ruptures d'approvisionnement. On observe des ruptures en métaux critiques. Donc ce ne sont pas des risques théoriques, ce sont des réalités qui affectent la continuité des opérations des entreprises. On observe aussi des risques de transition, par exemple. La transition climatique impacte déjà les entreprises. On observe avec l'évolution du prix du carbone, la réglementation environnementale, la réallocation également des capitaux. Un exemple très simple aujourd'hui, une entreprise qui est dans l'industrie, qui est d'ailleurs fortement, c'est un acteur, je dirais, émetteur. S'il n'anticipe pas la décarbonation, cela pourrait affecter son accès au financement. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir vraiment anticiper ces risques de transition. Il y a également des risques de conformité, des risques réglementaires. Aujourd'hui, les nouvelles obligations nécessitent d'avoir un certain niveau d'exigence. C'est important de pouvoir les respecter, mais c'est aussi important de pouvoir aller au-delà pour ne pas aussi se fermer l'accès à certains financements. On a également le risque réputationnel, C'est un risque surtout lié à la confiance, je dirais, auprès des parties prenantes. Aujourd'hui, les talents, les clients, les investisseurs exigent davantage de transparence. Et il y a souvent, je dirais, un décalage entre les engagements d'une entreprise et les pratiques. Et c'est important que ces éléments puissent se traduire vraiment en actions très opérationnelles. Par exemple, les entreprises vont faire des rapports RSE pour formaliser, pour structurer leurs engagements RSE et leurs actions. Elles vont vraiment montrer aux parties prenantes qu'il y a des résultats concrets. Et ça permettra de rassurer les différentes parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les clients, les fournisseurs. Donc c'est important vraiment d'être transparent sur ces sujets. Il y a également un risque financier. Aujourd'hui, on voit bien, il y a des coûts liés au sinistre climatique. Ça augmente déjà. Donc c'est important de considérer également les risques, les coûts associés au changement climatique qui est bien présent. Donc vraiment, en clair, l'inaction fragilise la compétitivité, l'innovation au sein des entreprises. Et c'est pourquoi c'est vraiment important d'anticiper, sécuriser la continuité des opérations pour qu'une entreprise puisse avoir un avantage concurrentiel. Je vais laisser la parole à Janus qui va vous présenter davantage certaines exigences aussi qui sont présentes. C'est plutôt, on va dire, une conviction, c'est exactement ce que, dans la continuité de ce que tu viens de dire, c'est que les exigences, comme on dit, les faits sont têtus. Autrement dit, il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui contestent des choses, mais effectivement, le changement climatique, sauf à être vraiment hors de propos par rapport à ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on sait aujourd'hui. On peut même contester à la limite l'origine anthropique, on va dire, du changement climatique, mais on ne peut pas contester le fait qu'il soit là. Et donc derrière, nous, ce qu'on voit, c'est que les préoccupations sont toujours là, ce que tu viens de dire, mais par exemple derrière, les enjeux, les exigences, par exemple, d'une certaine catégorie d'investisseurs, elles n'ont pas bougé. Typiquement, les gens qui vont gérer les grands fonds d'investissement,
Typiquement, on a des missions chez des grands investisseurs institutionnels sur des fonds éthiques. Ces fonds éthiques sont très importants en termes d'encours. C'est au-delà de 40%, au dernier compteur, c'est 40% des investissements financiers à long terme sont faits aujourd'hui à travers des fonds éthiques. C'est les fonds souverains qui présentent l'après-pétrole, c'est les fonds des retraités californiens, c'est les grands assureurs européens. Donc le fait de se dire que moi j'y crois pas, j'arrête de travailler sur le sujet, d'accord, mais on se fait sortir, on n'est plus éligible à ces investisseurs-là. Donc vous voyez, indépendamment de toute réglementation, on se retrouve on se met hors jeu si jamais on n'est pas dans une bonne catégorie vis-à-vis de ces fonds-là. Autrement dit, tout ce qu'on a fait depuis quelques années pour y être, on doit continuer à pouvoir y travailler. Probablement, c'est un peu comme toute adaptation réglementaire, c'est que on s'adapte, on découvre l'adaptation au fur et à mesure, et ensuite il y a X de l'ordre d'une dizaine d'années, où on va plutôt travailler sur l'optimisation, l'excellence opérationnelle, l'expérience, la double matérialité, où on mettait au début 6 mois pour mettre quelque chose, si on peut le faire en 2 semaines, ça serait peut-être mieux, et ainsi de suite. Donc là, il y a vraiment ce sujet-là, qui ne bouge pas. Et aujourd'hui, le Fonds des retraités californiens, quelle que soit l'opinion de M. Trump sur le climat, il n'a pas dit moi je ne vais pas changer mes stratégies d'investissement. AXA IM non plus, Crédit Agricole et Investment Manager non plus. Voilà, tout ça, ça ne bouge pas. Donc ne pas le faire, c'est se priver de financement. Financement, d'une part énorme de financement. Nous avons un deuxième aspect, c'est que, alors ça c'est quelque chose qui est arrivé suite au Covid, il y a eu un renouvellement énorme des investisseurs. C'est des gens plus jeunes, plus exigeants, c'est la génération, je ne sais pas, X, Y, Z, je ne sais plus à quelle lettre on est aujourd'hui. C'est un peu comme les virus du Covid, on doit changer de lettre tous les 2 ans. Mais en tout cas, c'est des gens pour qui donner du sens à son épargne, à son investissement, donc quelque part c'est eux qui se retrouvent à alimenter les fonds chez AXA, si j'ose dire, eux ils sont toujours là. Et ils n'ont pas bougé. Là, on a aussi toutes les statistiques, ça c'est la banque, nos amis de la BCE, de la Banque de France, qui nous disent, non, on est encore, on cherche encore du sens. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'investisseurs qui se disent, il faut répondre à ce besoin-là. Que ça soit, c'est le côté responsable, c'est donner du sens, donner de l'éthique. Et ça, derrière, soit je me crée mon propre label. Si vous nous suivez depuis quelques années, il y a 3 ans, on vous disait, touchez pas l'ESG parce qu'il y a plus de labels ESG que de fromage. Et maintenant, on a un label. Si mon label, il est pas bon, j'ai des vrais soucis avec des régulateurs, des choses comme ça. Donc maintenant, on peut faire confiance à ces labels-là. Donc, et ça vient justement en face à cette demande sociétale des gens qui tiennent absolument à avoir quelque chose. Et puis, dernière chose, quand même, ça je répète, parce que ce que disait Delvis, mais peut-être avec ma voix un peu cassée avec d'autres mots, mais c'est que les risques sont toujours là. C'est que le reporting ESG pour le risque physique, c'est qu'aujourd'hui, les banquiers n'avaient pas forcément, les investisseurs, se disaient, moi je finance une maison qui est dans une zone inondable, ou dans une zone où peut-être très frais, où il y aura des risques du type vent, typhon, catastrophe similaire. C'est une donnée qui n'était pas forcément bien perçue ou très individuellement à travers les diagnostics énergétiques, par exemple pour l'achat d'une maison. Quelque part on se dit, mais c'est un peu du bon sens que d'intégrer ça dans la comptabilité des risques, dans le pilotage des risques, parce que c'est quelque chose qui qui physiquement, quelle que soit la position de l'administration américaine, si ma zone est inondable, elle le sera, quel que soit le président des États-Unis. Que ce soit, autrement dit, comment je surveille ça, comment je rentre ça dans le pilotage de mes risques. Donc ça, c'est important, y compris dans la mutualisation, dans tout le reste. Donc ça, c'est important. Et par contre, vous voyez, là, on vous parle chaque fois d'innovation, de transition, des choses comme ça. Comme c'est un sujet avec beaucoup d'attention du public et politique, il y a énormément de buzz. Donc un peu par pitié, on ne vous a pas ressorti pour la énième fois le slide avec la courbe du buzz, avec les sujets qui montent, qui descendent et qui remontent. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que en fait aujourd'hui vient un peu l'âge de la maturité des aspects ESG.
avec une séparation de ce qu'on appelle les marchands de pelle, autrement dit des gens qui aidaient les chercheurs d'or à l'époque à chercher de l'or, même s'il n'y avait pas d'or à un instant T, mais qui s'appelle dans ce monde-là le greenwashing. Donc il faudrait probablement surveiller avec un œil particulièrement critique, de se dire que les derniers greenwashers devraient disparaître à peu près dans les, on va dire dans l'année qui suit. C'est les gens qui font ça d'une manière très opportuniste, juste pour récupérer de l'attention, des labels, des choses comme ça. Eux, ils sont beaucoup plus en danger par rapport un peu au sérieux, à tout le sérieux de l'entreprise que Dedelis va continuer à nous présenter. Merci. Donc effectivement, c'est important aussi de voir qu'il y a des opportunités, des leviers d'action pour 2026, parce que certes, aujourd'hui, les entreprises sont encore sur cet effet de pause, mais il y a des actions quand même qui sont en cours. Donc c'est important aussi de pouvoir capitaliser sur des actions assez stratégiques pour les transformer en moteur, je dirais, de création de valeur et permettre aux entreprises d'être surtout performantes à partir de 2026. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, on va chercher à pouvoir forcément être dans une démarche plutôt économique, ce qui est logique. Et c'est important aussi de voir l'aspect, je dirais, économique aussi dans la RSE, qu'on a souvent tendance à d'ailleurs oublier, parce qu'on a tendance à penser que la RSE c'est la partie uniquement environnementale, mais c'est pas que. Il y a énormément d'enjeux sociaux, environnementaux qui ont aussi un impact sur je dirais la continuité des opérations de l'entreprise et qui permettront aussi à une entreprise d'être performante. Le fait, par exemple, de pouvoir chercher à anticiper, à pouvoir chercher aussi à travailler sur la décarbonation d'une industrie. Donc, c'est intégrer, par exemple, les enjeux environnementaux dans les productions même. C'est important puisque ça permettra aux entreprises de pouvoir anticiper aussi des arrêts, je dirais, liés à la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est important aussi de pouvoir, je dirais, d'être en avant sur ces sujets. Donc, pour moi, il existe quand même 4 leviers permettant, enfin, je ne vais pas tous les citer, enfin, il y en a davantage, c'est évident, mais je pense que c'est important, dans un premier temps, de se concentrer sur ces 4 leviers pour transformer l'ESG en actions concrètes. Le premier levier, pour moi, qui me semble peut-être l'un des plus pertinents, c'est vraiment de recentrer les efforts sur les enjeux les plus stratégiques. Donc, pour cela, c'est important de pouvoir réaliser une double matérialité. La double matérialité a été introduite avec la CSRD, donc c'est une directive européenne qui vise à être transparent sur les enjeux ESG d'une entreprise, donc les actions qui sont mises en place. Et pour ce faire, les entreprises doivent connaître l'impact de l'entreprise sur l'environnement, sur la société, mais également l'impact que ces enjeux ont sur les opérations d'entreprise. Donc il ne s'agit pas de tout traiter, mais de sélectionner les enjeux les plus stratégiques pour votre entreprise et pour le modèle opérationnel. C'est important d'identifier par exemple les impacts sur vos activités, sur les ressources, sur la chaîne de valeur. Il faudra par exemple identifier les risques également, les opportunités qui permettront aux entreprises de sécuriser, mais aussi de créer la valeur. Et pour moi, cette étape est vraiment indispensable. Avant de pouvoir faire par exemple le plan d'action RSE en ESG, c'est important de pouvoir connaître d'abord les enjeux RSE. Ça permet de comprendre où on va. On aura, je dirais, une bonne revue des enjeux stratégiques qui permettra après de comprendre où mettre l'accent. Donc c'est vraiment un levier stratégique pour moi à réaliser avant toute démarche ESG. Ensuite, on va retrouver la gouvernance ESG. Donc concrètement, la gouvernance ESG, c'est assez pertinent parce qu'aujourd'hui, les acteurs financiers, donc investisseurs, régulateurs et d'autres parties prenantes aussi, vont attendre en fait qu'une entreprise puisse être transparente sur ses données ESG. Donc par données ESG, ce sera par exemple toutes les informations relatives au climat. Est-ce qu'une entreprise aura fait par exemple un bilan carbone? Un bilan carbone, c'est le fait de pouvoir connaître ses émissions de CO2. Donc c'est important d'avoir des données, je dirais, ESG fiables, transparentes pour vos opérations, mais surtout pouvoir structurer dans le reporting. Donc c'est important qu'une fois que les actions sont mises en place, de pouvoir avoir un rapport ESG qui permet de pouvoir tracer aussi les informations, les actions, les politiques qui sont mises en place et également les KPI. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est important qu'une entreprise puisse suivre ces indicateurs clés pour anticiper les risques et les opportunités opérationnelles. Et surtout, une gouvernance RSE, ESG solide
ne se limite pas uniquement au reporting. C'est important de pouvoir vraiment structurer cette démarche pour la crédibilité de l'entreprise, sécuriser la confiance et surtout créer, je dirais, des conditions favorables pour permettre aux entreprises d'avoir je dirais, de faciliter la décision stratégique d'entreprise. D'autant plus que justement les choses sont en train de bouger. C'est ça. Donc la gouvernance, le côté gouvernance, pilotage, prise de décision et un peu avoir une vision justement stratégique, ce que tu viens de dire, c'est vraiment très très important. Donc, et chez Softeam d'ailleurs, on travaille beaucoup sur la gouvernance ESG, notamment cherchant à fiabiliser les données ESG. C'est important en fait de pouvoir travailler aussi avec les directions SI pour pouvoir centraliser la donnée, mais surtout chercher aussi à créer une vraie architecture de la donnée ESG sur ces sujets. Et je dirais que c'est depuis quelques années qu'on a vraiment cherché à structurer et peut-être aussi grâce à la CSRD, ça a permis aussi de travailler aussi sur cette structuration qui n'était peut-être pas, je dirais, optimale auparavant. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi chez les clients. Si vous voulez voir un truc concret, regardez le profil, le genre de profil qu'on a en face de nous, les gens avec qui on discute. Je ne veux pas être méchant, parce que de toute façon, les gens, ils ne sont plus là. Mais il y a quelques années, les gens qui s'occupaient de l'ESG, c'est des gens qui avaient une vision un peu transversale des établissements, quelque part qui ont fait tous les postes possibles, ils ont réussi dans aucun, sans pouvoir être virés non plus. Donc on les a mis à ESG. Aujourd'hui, on a en face de nous des gens qui sont... Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, les gens qu'on a en face de nous, ce qu'on découvre, c'est pas du tout le même profil. C'est des gens qui estiment, qui basent leur carrière là-dessus, qui sont bons, autrement dit, qui sont bons, qui ont vraiment un profil de manager de haut niveau, qui voient aujourd'hui la partie ESG un peu comme il y a quelques années, on pouvait envisager un parcours par l'inspection générale. Pour dire, voilà, je vais me faire une vision de l'entreprise, je vais comprendre comment ça marche, je vais voir la stratégie de l'entreprise pour rebondir ensuite vers la direction générale. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Je te repasse. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Et le troisième levier, ce serait de pouvoir consolider vos actions climat, donc les actions climat d'une entreprise, pour sécuriser les opérations et surtout anticiper les risques. Il s'agit vraiment, par exemple, de consolider le bilan carbone. Comme je le disais, le bilan carbone, ça permet vraiment de pouvoir comptabiliser les émissions de CO2 d'une entreprise. Donc, c'est vraiment comprendre, par exemple, les tonnes de CO2 associées à la chaîne de valeur complète d'une entreprise. Et une fois qu'on a fait ce bilan carbone, une fois qu'on connaît ces émissions, c'est un peu le diagnostic d'une entreprise. Donc, on ne peut vraiment pas s'arrêter là. C'est important d'avoir un plan de décarbonation, donc un plan d'action qui soit assez structuré, permettant aux entreprises d'avoir des actions spécifiques, orientées sur la chaîne de valeur, permettant vraiment de la continuité des opérations et surtout permettant de suivre les KPI et de réduire surtout ces émissions de CO2. Et ce qui est aussi important, c'est d'identifier les actions qui protègent non seulement l'activité d'une entreprise, mais aussi renforcent la performance économique. Donc en pratique, je dirais qu'agir sur le climat aujourd'hui permet d'éviter les perturbations, de sécuriser la chaîne de valeur et surtout renforcer la compétitivité d'une entreprise. Donc c'est vraiment un levier stratégique direct sur la performance. Et je pense que pour finir, sur ce troisième levier, c'est important aussi de considérer qu'il y a aussi une dimension réglementaire. Aujourd'hui, il y a quand même des réglementations assez fortes sur le bilan carbone. C'est important, par exemple, de pouvoir connaître ses émissions. Il y a des accompagnements, par exemple, de l'ADEME, de BPI France, qui permettent de pouvoir non seulement réaliser un bilan carbone, mais également de travailler sur une trajectoire de réduction de ces émissions. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi l'aborder auprès des clients, afin de leur montrer en fait que ce ne sont pas que des coûts, il y a des aides aussi qui permettent de structurer vos actions climat et de pouvoir surtout, je dirais, avoir des éléments concrets. Je dirais que maintenant, l'aspect financier, c'est pas non plus uniquement un frein. Il y a des éléments qui permettent de pouvoir, je dirais, avancer sur ces sujets. Et tu parlais de résilience, il y a un truc aussi qui est très intéressant à noter, c'est qu'il y a quelques années aussi, quand on parlait de résilience, on disait si je dois être résilient, je fais tout en double ou en triple. Donc quelque part, je consacre 3 fois plus de ressources du type infrastructure à mon activité, ce qui me donne de la résilience. En fait, aujourd'hui, le paradigme a changé. C'est que si j'ai envie d'être plus résilient, ça veut dire que peut-être, et là je vais m'appuyer sur la stratégie carbone, c'est peut-être que je serai plus résilient si structurellement ma baseline de fonctionnement est beaucoup moins exigeante en ressources. Je me mets beaucoup moins, ce qu'on appelle réduire la surface d'attaque, c'est que quelque part il y a moins d'input dont je suis dépendant, donc je suis plus résilient.
Ce qui est en fait le strict inverse de ce qu'on avait encore il y a une dizaine d'années. Et ça, c'est la partie CSRD qui a changé. Et en plus, non seulement ça l'a changé, et c'est directement sur les plans de résilience, pas un gain financier. C'est ça, très clair. Et c'est important aussi de pouvoir considérer les initiatives RH qui sont déjà quand même relativement structurées dans l'entreprise parce qu'il y a un cadre réglementaire qui est assez important, je dirais, notamment en France. Hein. On le voit bien avec tous les éléments liés aux ressources humaines. On a par exemple le process lié à la diversité et inclusion. On a la structuration du plan de compétences. Il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place en interne qui permettent aussi aux entreprises de pouvoir mettre, je dirais, au cœur les équipes dans la stratégie ESG. Donc c'est vraiment important de pouvoir aussi se dire que la dimension RH aura un élément, je dirais, stratégique dans les actions RSE d'une entreprise. Donc par exemple, une entreprise qui va chercher à investir davantage dans ses équipes va avoir non seulement une meilleure fidélisation, il y aura un engagement qui sera renforcé, et puis surtout, elles vont chercher à créer un avantage, je dirais, compétitif qui sera durable. Aujourd'hui, elles vont avoir des actions de formation qui seront structurantes. Elles vont travailler sur la mobilité, notamment la mobilité interne qui est très importante. Elles vont aussi travailler sur la qualité de vie au travail. Par exemple, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, je dirais, vont chercher à évaluer la qualité de vie au travail. Donc, elles vont, par exemple, réaliser des questionnaires souvent anonymes, permettant aux collaborateurs de pouvoir, je dirais, exprimer aussi leur ressenti, que ce soit sur les sujets liés à la formation, à la diversité et l'inclusion, à la rémunération. Je dirais aussi comprendre leur ressenti au sein de l'entreprise et comprendre aussi si je dirais, les valeurs sont toujours bien vécues au sein de l'entreprise. Donc c'est important de pouvoir, je dirais, sonder les collaborateurs. C'est souvent, ça s'appelle des baromètres sociaux aujourd'hui dans certaines entreprises. Et ensuite, une fois qu'on a cette note, puisque ça permet de pouvoir en fait noter, je dirais, l'engagement aussi des collaborateurs, noter le bien-être un peu en entreprise, hein, c'est comme ça aussi on peut le voir. Une fois qu'on l'a fait, c'est important de pouvoir enclencher un plan d'action qui soit associé. Par exemple, j'ai des entreprises qui me demandent comment structurer en fait un plan d'action qui soit pertinent et surtout sans qu'il y ait énormément de coûts. Donc dans un premier temps, je pense qu'il faut d'abord identifier les initiatives les plus structurantes, notamment ce qui est le plus demandé par les collaborateurs. Ce qui est souvent ressorti, c'est le besoin aussi de pouvoir monter en compétences au sein des entreprises. C'est aussi le besoin de pouvoir, par exemple, travailler sur la mobilité. La mobilité interne, c'est non seulement la mobilité au sein de sites, mais c'est également le changement de poste. Donc tous ces sujets, chez Softeam, on est en mesure aussi de pouvoir travailler sur ces sujets. On a déjà accompagné des acteurs sur ces sujets qui sont importants et qui commencent, je dirais, à davantage se développer avec les réglementations en cours. Donc pour moi, 2026, c'est vraiment une année d'opportunité pour transformer, je dirais, les enjeux ESG en levier stratégique. Et on peut déjà, dans un premier temps, comme je l'ai expliqué, prioriser par la double matérialité, renforcer la gouvernance ESG et surtout consolider les actions climat, les actions RH qui sont déjà en entreprise. Hein. Donc il suffit de consolider sur ces actions, les renforcer et ensuite pouvoir sécuriser la performance. Donc toutes ces actions permettront à une entreprise, je dirais, d'être résiliente. Après, il faut déjà commencer par prioriser. Et pour moi, 2026, je dirais, c'est rempli quand même d'espérance et de résilience, puisque aujourd'hui, on a quand même des entreprises qui commencent dès aujourd'hui, hein, qui commencent à, je dirais, pas se réveiller, hein, puisqu'elles travaillent sur d'autres sujets ESG, mais commencent à nous contacter sur des sujets ESG, je dirais, structurants, comme des sujets climat, donc notamment les plans de transition, etc. Donc c'est important aussi de voir qu'ils ne vont pas attendre 2026, ils anticipent dès maintenant pour pouvoir travailler sur ces sujets. Je vais laisser Yanous présenter... Ah non, c'est moi. Je vais aussi vous présenter notre offre. Notre offre G, puisque j'ai commencé à l'expliquer, hein, mais ces enjeux, nous, on a quand même créé aussi une offre qui permet de pouvoir aborder tous ces enjeux, et surtout en fonction des typologies d'entreprises et des secteurs et des tailles d'entreprises. Donc c'est important de pouvoir aussi travailler sur des offres qui sont structurantes. Par exemple, on a une offre conformité et réglementaire, qui nous permet d'aider les clients sur les obligations. Donc, par exemple, la CSRD, beaucoup plus orientée en enjeux ESG, mais on a aussi la CS3D. La CS3D, ce sera davantage orienté sur les enjeux sociaux
d'une entreprise et la taxonomie. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi travailler sur toute cette réglementation, et aider les entreprises à traduire, je dirais, ces normes, ces réglementations en actions concrètes. Donc on va chercher à justement les comprendre, à, à créer, en fait, acculturer les entreprises sur ces sujets et réaliser des plans d'action pour pouvoir, en fait, permettre aux entreprises d'être aux normes, surtout sur ces sujets, et de dépasser aussi la réglementation, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter à ce qui est demandé dans la réglementation. C'est important aussi de montrer qu'on va au-delà, donc à travers des actions qui sont aussi structurantes sur des sujets, notamment comme le climat, qui est très demandé. Et on a aussi une offre stratégie et transformation. Donc ce qu'on va faire, c'est par exemple réaliser des stratégies RSE pour les entreprises. Donc on va définir les grands engagements d'une entreprise. On va chercher à intégrer les enjeux ESG dans le modèle d'affaires d'une entreprise. Et on va faire des feuilles de route, donc à savoir des plans d'action structurants permettant aux entreprises d'atteindre leurs objectifs climatiques, leurs objectifs sociaux, sociétaux également. Donc c'est important aussi de pouvoir avoir des trajectoires durables au sein de l'entreprise, et on est en mesure de pouvoir les accompagner sur ces sujets. Enfin aussi, ce qui nous anime, c'est aussi pouvoir accompagner les entreprises sur les sujets climat, notamment sur la réalisation du bilan carbone, sur le plan de décarbonation. Donc, avec la CSRD, on appelle le plan de décarbonation est plutôt devenu un plan de transition qui va au-delà et qui va chercher justement à intégrer des sujets beaucoup plus structurants comme intégrer les investissements, les financements associés au climat. Donc c'est important aussi de pouvoir intégrer le climat, je dirais, dans la stratégie d'une entreprise. Donc je dirais d'intégrer le climat dans les investissements, de pouvoir les suivre dans le temps pour pouvoir atteindre des objectifs. Notamment, par exemple, il existe des objectifs SBTI qui sont... alors, c'est des objectifs qui sont validés par un organisme scientifique qui permet de valider les objectifs qu'une entreprise vont se fixer et pour pouvoir l'atteindre. Donc, c'est important aussi, par exemple, d'accompagner ces entreprises dans ces sujets. Et on a aussi d'autres offres qui sont aussi qui permettent aux entreprises de pouvoir travailler sur la finance. Par exemple, les investisseurs, les fonds d'investissement vont chercher à travailler sur des critères ESG, notamment pour leur portefeuille client. Donc notre rôle, c'est de pouvoir aussi les accompagner sur la définition des critères ESG. C'est aussi de pouvoir les accompagner à, je dirais, permettre de pouvoir avoir des entreprises dans leur portefeuille qui seront aussi performantes avant de rentrer dans ce portefeuille. Donc ce sera par exemple dans la réalisation de due diligence ESG. C'est avant même qu'elle rentre, c'est comprendre si une entreprise est d'ores et déjà performante sur ces sujets. Et on a également une offre orientée, je dirais, beaucoup plus sociale. On va par exemple chercher à évaluer le score social d'une entreprise. Donc on va par exemple chercher à cartographier ses pratiques RH, consolider ces données et identifier par exemple des actes d'amélioration potentiels pour renforcer l'impact social d'une entreprise. Et enfin, on va chercher aussi à pouvoir travailler sur la formation et l'acculturation des enjeux ESG au sein de l'entreprise. On va par exemple former les équipes à l'ESG. On va accompagner au changement, c'est quelque chose qui est important parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de pouvoir être accompagnées sur ce sujet. Et on va aussi les aider à construire un discours qui soit, je dirais, mobilisateur. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi sortir de ce cadre de greenwashing. C'est important de montrer, d'avoir un discours qui permette aussi de se baser sur des faits. Donc c'est important qu'une entreprise ait des actions structurantes pour pouvoir mobiliser les collaborateurs, pour pouvoir former aussi les équipes sur ces sujets. Donc il y a tout un enjeu aussi d'acculturation qui est important et qu'on cherche à travailler dessus. Je vais laisser Yanous vous présenter les quelques initiatives qu'on a réalisées. Alors, elles ne sont pas toutes écrites, évidemment, vous pouvez revenir vers nous pour comprendre aussi nos références. Mais je vais laisser vous expliquer les trois grandes thématiques. Alors, très brièvement, voilà. Donc, l'idée, c'est pour montrer que c'est du concret. Il y a des vrais clients, des vraies missions, il y a des vrais projets. On va dire qu'il y a derrière, c'est pas uniquement... voilà, on ne travaille pas en vase clos. Typiquement, donc, pour aller un peu vite, on a regardé au niveau de la groupe La Poste toute la stratégie et l'outillage CSRD. Parce que CSRD, donc, n'hésitez pas à revenir sur plus de détails. On a fait une présentation il y a à peu près 6 mois sur cette directive CSRD. Donc je ne vais pas revenir dans le détail, mais en tout cas, c'est la structure européenne justement de la résilience, de la taxinomie, du reporting lié à la transition et le risque climatique. Pour ceux qui sont dans la finance, c'est quelque chose qui, en termes d'impact, ça vaut bien l'équivalent des premières réformes BAL 1 et BAL 2.
Ça veut dire qu'on nomme des risques, qu'on nomme des exigences, qu'on définit des reportings, qu'on définit des exigences minimales. C'est-à-dire que derrière, ça nécessite un énorme travail de recueil de données, de qualité de données, donc de gouvernance, de data lineage, comme on dit, de s'assurer que les données soient bien sourcées au bon endroit, avec le bon niveau de qualité, et ainsi de suite, bien tamponnées comme il faut. Et derrière, ça veut dire que qu'est-ce qu'on a? C'est des projets qui sont très impactants, donc ça dure des années. Autrement dit, c'est de la stratégie. Il y a de la stratégie en termes de transformation, il y a de la stratégie IT. Donc c'est quelque chose, on a vraiment énormément travaillé là-dessus. On a livré cette carte d'identité des différents points, des feuilles de route, des priorités, y compris dans la partie gestion de changement. Pour une autre banque, pour la Société Générale et Carmignac, donc dans la partie plus gestion d'actifs, c'est plus la partie plateforme ESG, data management. Donc c'est un peu au niveau un peu moins stratégique, plus opérationnel, mais c'est quand même des très très gros projets sur intégrer les données ESG dans le processus de gestion, dans le processus de pilotage de ces entreprises. C'est des choses qui sont aussi très très importantes. Donc voilà, donc on a fait aussi des interventions qui sont quand même de très haut niveau. Et l'idée, c'est avoir une organisation clé en main. C'est que le client, je vous rappelle que c'est quelque chose, il y a quelques années, cette organisation n'existait pas. Donc il faut tout monter, ou alors était très symbolique, on va dire. Donc il faut passer maintenant au niveau industriel. Et niveau industriel, si on peut éviter cette fameuse étape où on improvise, passer au niveau industriel et efficace, c'est mieux. Et ça, c'est un peu, si vous avez suivi nos premiers slides, c'est un peu, c'est le cœur de notre métier. Hein. Donc c'est la mise en place d'une organisation, y compris dire combien il faut de personnes, combien il faut de personnes qui vont faire, combien de personnes vont exploiter les données, c'est quoi le plan de contrôle associé, et ainsi de suite. Ensuite, on a un autre exemple, donc là aussi c'est du concret, c'est des clients qui nous ont vraiment quelque part confié les clés de la maison pour travailler là-dessus. Mais c'est par la partie BNP Asset Management, c'est la décision d'investissement et de notation ESG. C'est comment je fais mon processus. Parce que là, si je parle de AXA, des obligations BNP Paribas, c'est simple. Mais si demain, je dois plus réfléchir sur les PME, sur des travails, des politiques du style plus sectoriel. C'est quelque chose qui est potentiellement plus complexe. Quand on rentre dans le détail, quand on regarde ce que BNP Asset Management, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe, a dans son portefeuille, alors on a regardé pour une autre raison. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est des fonds investis dans des cartes Pokémon. Mais le reste, ils sont capables d'investir dans des bouteilles de vin, dans du Van Gogh, dans des voitures de collection, dans du terrain agricole, dans des terrains miniers au fin fond de l'Afrique. Lequel passe par les critères ESG et lesquels on devrait s'en méfier. Donc voilà, c'est toute une organisation, toute une politique à mettre en place. Mais ça, du côté, pas je suis une banque et je cherche des financements. Là, j'ai des financements, je cherche des gens éligibles, et qui est ce qui me permet justement de dire que je ne fais pas du greenwashing, ou je suis victime du greenwashing. Donc voilà, donc ça c'est important, des exemples comme ça, on a pas mal d'autres, on a travaillé pour les aéroports de Paris aussi, on était encore plus en amont, donc ça c'est des gens qui sont vraiment sur la partie immobilier, donc pas directement ESG, mais ESG était justement juste après, parce qu'on a fait leur stratégie IT en disant, oui, mais derrière il faut faire le green IT, il faut faire les jumeaux numériques, donc tout le captage des informations pour que les équipes en charge de la partie ESG, partie transition climatique, quelque part, ils aient les billes pour travailler. Donc là, on touche vraiment le cœur du système d'information de nos clients. Voilà. Et derrière, on a forcément quelque chose, ça déborde le cadre de cette présentation, mais toute la partie gestion des risques, cartographie, vigilance. Vous voyez, quand on parle de ESG, la partie sociétale, il y a la partie vigilance. Donc là, je vais vous faire un terrible spoiler, mais ça va être le prochain 60 minutes, ça va être sur ces domaines-là. Et vous voyez, donc tout ça, ça se tient. C'est qu'il y a quelque part, nos clients, ils ont en fait une seule préoccupation, c'est comment bien travailler. Et nous, on a la capacité d'expliquer dans le détail en quoi ça consiste. Voilà, donc on a fait un peu le tour.
Est-ce que tu as quelque chose peut-être à ajouter sur les références? Toi, tu pars en mission très Oui, très vite, mais aussi, donc les missions continuent à effectivement, moi arriver. je vais travailler davantage sur de numérique responsable et c'est important, tu l'as évoqué, hein. Il y a énormément de, maintenant il y a énormément de directions pardon, qui se rendent compte, on n'est plus maintenant dans, les experts RSE ne sont plus uniquement dans la direction RSE, hein. On va chercher à travailler avec les experts IT dans les directions des systèmes d'information, on va chercher aussi à travailler avec les directions financières. Ce qui est intéressant, c'est que la RSE n'est plus dans son petit coin, hein. Elle communique avec les différentes directions et c'est comme ça aussi qu'on arrive à mieux transformer l'entreprise. Donc en fait, voilà, notre conclusion, c'est quoi? C'est que, ben voilà, donc agir maintenant, ça veut dire qu'en gros, agir d'une manière intelligente. On vous a donné un certain nombre d'éclairages, il y a des choses qui changent. On pensait, il y a encore un an et demi, on pensait, la directive CSRD est sortie, c'est génial, on a une feuille de route sur les 5 à 10 prochaines années. Bon, paf, ça a tenu un an et demi. Mais ceci dit, fondamentalement, les gens qui sont capables d'avoir justement cette question de chercher, de comprendre un peu en quoi consistent les engagements, qu'est-ce qu'on doit faire, donc de ne pas ne pas se relâcher, mais se focaliser sur les choses qui sont importantes, ça c'est toujours vrai. Et, Oui. et si je peux revenir sur effectivement la directive CSRD, c'est vrai que cette année, elle a mis un peu sur pause les entreprises et puis avec la directive, hein, il y a eu un omnibus qui a cherché justement à réduire le périmètre des entreprises. Mais il ne faut pas forcément le voir comme uniquement quelque chose de négatif. Ce qui est important, c'est aussi de voir qu'elle a quand même introduit une autre directive, hein. Elle a introduit quand même le fait de pouvoir rendre accessible aussi avec une norme, c'est la norme VSME, qui permet aux entreprises, enfin surtout aux PME, et donc les petites, moyennes et même les ETI, je dirais, de pouvoir mieux communiquer sur les actions ESG. Donc ça reste assez pertinent parce que même si la CSRD va sans doute et vraisemblablement, une fois qu'elle sera votée, je pense qu'elle va quand même réduire le périmètre, il ne faut pas oublier que les exigences sont là. On a des demandes auprès des parties prenantes. Donc forcément, elles vont chercher enfin, les entreprises seront obligées surtout d'être transparentes sur ces enjeux. Donc autant anticiper dès maintenant et de pouvoir réaliser des rapports extra-financiers, structurer les initiatives ESG également. Exactement. Voilà. Donc on a cette partie-là, donc préparer 2026. 2026 c'est dans 3 mois, mais c'est à partir de 2026 avec le COPARD, il faut rester, voilà, faut se dire que les transformations, elles vont continuer. À la limite, peut-être même dans un rythme différent. C'est que faudra peut-être mettre plus de focus sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc ça va. Mais ce qui est sûr, c'est que le côté gouvernance, solidité, vision stratégique, ça c'est quelque chose, on va pas y échapper, exactement. Donc c'est certain. Et puis bon voilà, il y a le côté à la fois être vigilant sur ce qui se passe et puis être concret. C'est ne pas tourner en rond, ne pas faire que de l'affichage. Quand je dis le greenwashing, voilà, là il va passer à la poubelle en gros dans l'année qui suit. Ça c'est à peu près certain. Donc ne pas des actions qui sont que de l'affichage, quelque part on n'y croit pas. On se dit il faut les éviter, il faut expliquer aux clients que non, que ça va se passer un peu autrement. Voilà, on arrive un peu à la fin de cette présentation. Pour des raisons techniques, moi je vois pas bien le fil des discussions, des questions, mais ce que je propose pour ceux qui sont connectés, on va répondre en off immédiatement après aux questions qui ont pu être soulevées. D'une part, d'autre part, les supports de ces réunions, ils sont à votre disposition. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous êtes connecté, si vous êtes en dehors du groupe Softeam, n'hésitez pas, hein. Non plus, ça fait partie de notre communication. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Soit vous avez des propositions de projets, soit vous voulez nous rejoindre et travailler avec nous. Hein. Donc on est ouvert à toutes les candidatures. On n'est pas du tout en train de dire, vous avez vu, les missions, les projets sont toujours là. Et si vous souhaitez qu'on renforce certains sujets, si vous souhaitez mieux comprendre certains sujets ESG, parce que ça peut paraître aussi complexe, n'hésitez pas à venir vers nous. On saura vous expliquer, on saura aussi le présenter auprès de vos parties prenantes. Hein. Donc ça reste aussi intéressant. Exactement. Donc merci encore Edelvis, c'était intéressant. J'espère que c'était aussi intéressant pour les autres que pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, restez connectés pour les prochains 60 minutes.